Bonjour à tous, bonjour les enfants. Nous sommes ici dans une classe de CP à Nanterre pour un nouveau numéro des Zéros. Les Zéros ont du talent. C'est une série que nous menons avec le Conseil scientifique de l'Éducation nationale et l'idée est de passer quelques moments d'optimisme avec une personnalité. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Aline Leguluche. Bonjour. Bonjour. Et une personnalité que nous avons choisie parce qu'elle a connu une enfance et une éducation difficiles. On a pu parler d'être un zéro. Et puis, si on fait marcher la bobine en marche avant plusieurs décennies, on s'aperçoit que ces personnes qui pouvaient être des zéros ne sont jamais des zéros, sont devenus des héros, sont devenus des personnes qui rayonnent et qui ont envie de redonner à la société. Et par ce biais, nous essayons de mettre en valeur la diversité des trajectoires, des parcours scolaires et, comme je le disais, une note d'optimisme. On peut s'en sortir souvent en ayant rencontré un enseignant ou une association qui vous tire d'affaire. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Aline Leguluche, qui est auteure de plusieurs livres, mais celui-ci a attiré mon attention. J'ai appris à lire à 50 ans. Vous avez effectivement une enfance très difficile, marquée sans doute par une dyslexie, en tout cas par des difficultés d'apprentissage de lecture qui se sont traduites finalement par sortir de l'école illettré, on va en parler. Et néanmoins, vous avez fini par apprendre à lire et fini par écrire plusieurs livres. On peut citer aussi Mon combat contre l'illettrisme, tous concernés, tous acteurs. Alors, Madame Leguluche, expliquez-nous comment ça a commencé. Vous êtes née dans une fratrie de 8 enfants, je crois. Décrivez-nous un petit peu votre famille et puis votre entrée à l'école. Alors, je suis issue d'une famille modeste de paysans. Mes parents, enfin voilà, on était 8 enfants. Mes parents étaient des cultivateurs, de simples cultivateurs. Et voilà, il fallait vraiment travailler le matin pour manger, tout simplement. Parce que le travail, c'était de la nourriture. Et puis chez mes parents, c'était pas très important la lecture et l'écriture. Ce qui était important, c'était de travailler, comme je vous le dis, hein, travailler pour manger. Ma mère avait pourtant son certificat d'études, donc à l'époque, ce n'était pas rien. Mais mon père, lui, il n'avait aucun niveau scolaire. Et il n'y avait pas de livre chez vous, d'après ce que j'ai lu? Et chez mes parents, il n'y avait pas de livre, juste le journal pour suivre le cours du grain, le cours des bêtes, puisque c'était... Et donc vous entrez au CP et vous voyez vos premiers livres. Et là, comment se passe l'apprentissage de la lecture? Alors là, je rencontre mes premiers livres, mes premiers crayons aussi, mes premiers plumes. À l'époque, c'était des plumes. Et l'apprentissage de l'écriture et de la lecture ont été très difficiles. Puisque déjà, moi, j'étais en retard par rapport aux autres, puisque je n'avais jamais touché un stylo, puisque l'école était obligatoire à l'âge de 6 ans. Mais il y avait d'autres enfants qui avaient déjà été en maternelle. Les maternelles, elles existaient déjà. Chez mes parents, ce n'était pas une priorité, hein. Donc, je cassais les mines, je ne comprenais pas les lettres, le P, le B. Petit à petit, j'arrivais à percevoir que c'était des lettres qu'il fallait essayer de les écrire correctement, mais moi, je les mélangeais de toute façon. Je faisais à l'envers, je cassais toujours mes crayons, je n'y arrivais pas du tout. C'était une véritable catastrophe. Pour la lecture, c'était pareil, je n'arrivais pas à assembler les lettres entre elles pour faire des mots, je les mélangeais. Voilà, je confondais les lettres. Donc ça, c'était assez compliqué. À l'époque, on ne parlait pas de dyslexie. À l'époque, mon instituteur me disait que j'étais qu'une imbécile, une fille de paysan, que je ne ferais jamais rien, que je n'étais bonne à rien. Donc, alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de ça. Vous pensez qu'il y a eu maltraitance? En tout cas, vous sortez découragé. Je lis dans votre livre que vous vous dites « ça ne sert à rien de venir à l'école ». Est-ce qu'il y a vraiment eu maltraitance de la part de certains enseignants ou mécompréhension de ce qui se passait chez vous? Ah non, moi, avec cet enseignant-là, il y a vraiment eu de la maltraitance. Pour dire que voilà, il a tellement maltraité un des enfants qu'il a été expulsé de la commune, hein. Le maire a intervenu lorsque c'était moi, mes frères, mes sœurs, enfin les enfants de paysans. Il n'y avait pas eu de signal d'alarme, mais là c'était un enfant d'ouvrier moyen, et là les parents ont protesté fermement, puisque le gosse a quand même fini à l'hôpital, donc c'était assez grave. Donc l'école se passe mal pour vous, vous êtes découragé, vous vous dites d'ailleurs dans le livre clairement ça ne sert à rien de venir à l'école. Comment se termine votre scolarité? Alors, ma scolarité se termine, je suis en 4e,
Et bon, voilà. Le peu que j'ai appris, c'était avec Monsieur Beau, avec un très bon enseignant que j'ai rencontré après, après le méchant, quoi. Après la pluie, il y a le beau temps. Et avec lui, j'ai appris quand même un petit peu à lire, un peu à écrire. J'ai appris à faire du théâtre, j'ai appris à faire de la musique, j'ai appris à faire des jeux dans la cour de récréation, puisque je n'étais pas punie. J'ai appris la musique, enfin les chants, c'était vraiment très, très agréable. Donc avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. Il a lu quand je ne savais pas lire. Et ensuite, j'ai voulu apprendre à lire pour lui faire plaisir aussi. Donc ça a été des échanges très intéressants qui m'ont toujours touchée et toujours suivi toute ma vie. Mais à ce moment-là, alors, vous saviez lire un petit peu. Vous décrivez dans votre livre que vous perdez un petit peu la lecture à l'entrée dans le monde des adultes et dans le monde du travail. Oui, voilà, parce qu'avec lui, j'ai appris un peu. Mais les autres enseignants, ça n'a pas forcément suivi ça. Parce que le problème, c'est que je suis dyslexique et à l'époque, ce n'était pas reconnu. Et ça, les gens, les enseignants étaient souvent... comprenaient pas que j'arrivais à faire certaines choses et d'autres pas du tout. Que j'arrivais bien en maths et que je n'arrivais pas à écrire la solution pour trouver la réponse au problème. Donc, c'était souvent un problème pour eux. Et moi, je ne comprenais pas qu'ils ne comprenaient pas. Donc, c'était souvent une cause de désaccord et du coup, il y avait de la tension et du coup, on ne peut pas apprendre en ayant de la tension. C'est peut-être l'occasion de rappeler, excusez-moi, que la dyslexie est un vrai problème biologique, parfois génétique. D'ailleurs, j'ai lu dans votre livre que vous aviez, je crois, un neveu ou une nièce qui est aussi dyslexique, votre petit-fils. Oui. Il y a peut-être une part génétique dans la dyslexie chez vous. En tout cas, la science est extrêmement claire là-dessus. Il y a des bases génétiques, il y a des bases cérébrales à la dyslexie. Il y a différents types de dyslexie d'ailleurs. Et toutes sont indépendantes de l'intelligence des enfants. C'est-à-dire on ne peut pas dire cet enfant est fainéant, cet enfant est bon à rien ou il ne fera jamais rien. Ça n'est pas vrai. En particulier en mathématiques, par exemple, ces enfants peuvent être tout à fait normaux. Ce sont des problèmes assez restreints. Alors le vôtre, je crois, c'était de mélanger les lettres, d'inverser les lettres, d'avoir un problème de la position des lettres qui flottent ou quelque chose comme ça. C'est ça, moi je mélange les lettres. Je confonds le P, le B, le G, le J, le C, enfin beaucoup de lettres. Et au bout du compte, et je suis même capable d'écrire un mot avec toutes les lettres, mais pas forcément dans le bon sens. Donc ça reste un problème. Encore maintenant. Ça reste toujours un problème. Alors c'est compliqué. Et dans ma vie d'adulte, ça, je me suis refusée à écrire. Parce que on a honte de faire des fautes, on a honte de ne pas savoir écrire dans le bon sens, on a honte de tout, on a honte de soi-même. Donc, aussitôt que j'ai quitté l'école, j'ai choisi un métier qui me faisait en sorte que je n'avais pas besoin d'écrire. Donc, j'ai travaillé en usine, pas besoin de lire, pas besoin d'écrire, toujours le même. Mais en attendant, on perd le peu de facultés que j'avais acquis, je les ai perdues. Et si j'ai bien compris, on passe son temps aussi à camoufler qu'on est illettré, n'est-ce pas? Vous développez toutes sortes de stratégies pour ne pas montrer aux autres que vous avez un problème. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que la vie d'une jeune adulte illettrée qui essaye de ne pas montrer sa difficulté. Alors c'est vrai qu'en tant que jeune adulte, déjà j'ai eu mes enfants et là j'ai pris pleinement conscience de mon problème et j'étais incapable de leur lire un livre. Donc au lieu de lire déjà, je leur racontais l'histoire. Je prenais le livre, je tournais les pages et je racontais l'histoire. Comme ça mes enfants, eux, ont eu des livres autour d'eux. Eux, ils ont aimé apprendre à lire puisque moi je faisais celle qui savait lire. Et eux ne pouvaient pas, enfin, ils n'avaient pas la connaissance pour dire oh, ben non, maman est riche, ils ne savaient pas encore. Sauf qu'au bout d'un certain temps, ils se sont mis à lire aussi. Oui. Et ils s'en sont rendus compte. Comment ça s'est passé? Alors, à fur et à mesure qu'ils ont grandi, ça a toujours été un tabou, donc moi, j'en ai jamais parlé. À fur et à mesure qu'ils ont grandi, je leur faisais lire les mots de la maîtresse, c'est moi qui leur faisais lire les choses. Sans leur dire que je ne savais pas lire, mais exercice de lecture. Tiens, qu'est-ce qu'elle a écrit, ta maîtresse? Donc voilà, je me cachais toujours à travers tout, même si j'avais un courrier, que leur père n'était pas là, quelque chose d'un peu... Eh bien souvent, je leur faisais lire aussi, tiens, exercice de lecture. Mais jamais, au grand jamais, je leur aurais dit que j'avais des problèmes avec ça. J'avais trop honte de moi. Et je ne voulais pas que mes enfants puissent avoir le monopole sur moi, puissent se sentir supérieurs à moi. Moi, je voulais qu'ils continuent à me respecter parce que la connaissance,
aussi, la connaissance, ça fait partie aussi du respect. Lorsqu'on a une maman qui n'a pas qui a peu de connaissances, on peut tout à fait se dire bah tiens, je vais la rouler un petit peu, je vais mentir sur ça ou sur ça, tandis que voilà, ils ne s'en sont pas aperçus. Et à l'époque, c'était facile. Je pouvais aller voir les enseignants à la sortie de l'école et leur demander comment la journée s'était passée. Et ça se passait comme ça au quotidien. Et dans le monde professionnel, alors c'est pareil avec vos collègues, vous essayez de cacher que vous n'arrivez pas à lire et à écrire. J'ai vu par exemple, vous allez au restaurant et puis vous ne pouvez pas lire le menu, alors vous vous débrouillez. Comment ça se passe? Ah oui, tout à fait. C'est vrai que voilà, j'avais 16 ans, je vais au restaurant avec les copains, donc enfin, manger une crêpe après le cinéma. Et quelle crêpe choisir? Bah, moi, je peux pas choisir. Donc, j'attends que tout le monde ait choisi et je choisis la même que mon frère. Parce que, voilà, une crêpe au sucre, c'est très bien. Je suis sûre de ne pas me tromper. Je suis sûre que je vais l'aimer. C'est pas trop compliqué. Parce que il y a la culture aussi des goûts, enfin de la connaissance, ça fait aussi partie des recettes. Comment on marie ceci avec cela. Est-ce que je vais manger une galette, enfin une crêpe à tel parfum ou autre? Mais je ne connais pas, puisqu'on reste dans un périmètre assez restreint. Ça, c'est typique du rôle essentiel de la lecture, non seulement pour acquérir des informations, mais pour acquérir du vocabulaire, des connaissances, y compris des connaissances scientifiques. En fait, la lecture sert à tout, hein. C'est absolument essentiel. On est ici avec des enfants de CP qui vont avoir besoin de la lecture tout au long de leur scolarité. Donc il vous a manqué sans doute aussi des connaissances que vous auriez dû acquérir par le biais des livres et des manuels scolaires. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors expliquez-nous la sortie. Vous arrivez à la cinquantaine, vous avez un beau parcours professionnel. Et à quel moment est-ce que vous reprenez envie d'apprendre à lire et comment se passe finalement la sortie de l'illettrisme? Alors, voilà, j'ai travaillé en usine pendant 15 ans. Après, j'ai travaillé à l'hôpital, donc c'était beaucoup plus compliqué là. Donc, il a fallu que je ramène du travail à la maison, que je m'en sorte, que je me cache encore plus. J'ai oublié mes lunettes, je n'ai pas de stylo. Oh, j'ai oublié de faire, j'ai oublié d'écrire. Bah, écris pour moi. Enfin, des tas de ruses, des tas de contournements. Mais au bout d'un moment, tout ça, ça nous rattrape et on est obligé de se cacher pour recopier des choses. On est obligé de ramener du travail à la maison. Et moi, j'étais toujours dans l'angoisse permanente, parce qu'on arrive le matin au travail, on se dit qu'est-ce qui va me tomber dessus aujourd'hui? Et il nous tombe toujours quelque chose dessus, puisque les mots et la lecture et l'écriture font partie du quotidien. C'est une chose que j'ai appris en lisant votre livre, c'est à quel point on est stressé quand on est illettré. Parce que chaque rencontre, chaque moment est possiblement une source de honte, en tout cas une source d'embarras par rapport aux autres, n'est-ce pas? Donc vous utilisez beaucoup de mots négatifs à ce moment-là, vous parlez beaucoup de la honte qui accompagne l'illettrisme. Mais c'est quelque chose auquel on doit penser, parce qu'on peut rappeler quand même qu'en France, à la sortie des études, vers 18 ans, il y a à peu près 10% de personnes complètement illettrées, et il y a un autre 10% qui ont vraiment de très très grandes difficultés de compréhension en lecture, et de rapidité de lecture également. Donc c'est un problème très important autour de nous. Il y a sans doute encore beaucoup de gens qui sont dans la même situation que vous l'étiez. Oui. C'est vrai que c'est une angoisse au quotidien. Toute réunion professionnelle est une angoisse parce qu'ils vont nous demander de prendre des notes. Ils vont nous demander pourquoi prends pas des notes, celle-ci, je retiens. Mais voilà, ça ne marche pas tout le temps. Alors, donc on était sur la sortie de l'illettrisme. Et donc, alors, comment vous en êtes sorti? Pour sortir de tout ça, il a fallu que je me dépasse et que je fasse tomber le masque et que j'aille au bureau de la direction, à la DRH. Je toque à la porte et là je dis, voilà, donc c'était ma DRH et je lui dis, voilà, j'ai un problème, je suis illettrée. À l'époque, je n'ai pas dit ce mot. J'ai dit, j'ai des problèmes avec la lecture et l'écriture. J'aurais besoin impérativement d'une remise à niveau, d'acquérir des véritables compétences pour ma vie professionnelle et puis pour ma vie personnelle. Parce que je suis fatiguée de vivre cachée dans l'ombre. Et je voudrais aussi évoluer professionnellement. J'ai 50 ans, je travaille beaucoup, je vois tout le monde qui passe devant moi. Et moi, je reste toujours au premier échelon de l'échelle et je suis bloquée par mon manque de compétences avec la lecture et l'écriture. Et là, elle me prend tout à fait au sérieux.
Et elle me dit, pourquoi vous n'êtes pas venu me voir avant? J'ai dit, ben, avant, je vous ai envoyé des courriers, mais c'est ma fille qui les a écrits. Et du coup, forcément, il n'y a pas de faute. Alors, elle regarde mon dossier, elle dit, oui, effectivement. Mais comme il n'y a pas de faute, on ne vous a pas cru. Mais j'ai dit, mais en même temps, si c'est moi qui les aurais écrits, il y aurait eu trop de fautes, vous n'auriez pas pu me lire. Donc là, on vous trouve une association qui vous aide, n'est-ce pas? Ouais. Et en combien de temps il faut alors pour apprendre à lire à l'âge adulte? Alors, je suis retournée à l'école à Paris et les compétences clés. Alors, combien de temps? Combien de temps? Ça, c'est une question très piège. Parce que le temps, je lis toujours doucement. C'est toujours pas fini, en quelque sorte. Voilà, le temps n'est pas fini. Oui. Mais j'ai eu 6 mois, 6 mois tous les vendredis matins. Tous les vendredis matins, j'allais à l'école avec une douzaine de gens comme moi. Alors, il y avait des gens de 50 ans, mais il y avait aussi des mômes de 20 ans. Il faut du Moi, courage les mômes, pour retourner à l'école, non? Oui, alors moi j'avais honte, enfin, j'étais pas très à l'aise à la première rentrée, mais je me suis sentie beaucoup plus forte parce que j'ai vu des mômes de 20 ans qui étaient dans un désarroi encore pire que le mien, quoi. Ils étaient tout à fait choqués d'être là, pas bien, renfermés sur eux-mêmes. Et en fait, on a discuté et en fait, on s'est entraînés mutuellement parce qu'eux, ils ont des compétences et des connaissances de plus jeunes et moi de plus anciennes, forcément. Et avec notre institutrice Cathy, elle nous a tous appris avec une façon un peu personnalisée, puisqu'on est tous différents. On avait tous des bagages différents. Et moi, c'était les lettres de travers, les mots à l'envers. D'autres n'arrivaient pas du tout à lire, avaient du mal à connaître l'alphabet. Pourtant, ils sont allés à l'école en France, mais ils sont sortis bloqués. Eux aussi ont subi des traumatismes de l'école, de la famille, de la vie. On ne sait pas. D'autres étaient juste sortis en échec scolaire et avaient besoin d'être remis de rattrapage pour ensuite postuler pour un CAP. Un CAP, moi, c'est ce que je voulais faire à la fin de mes 6 mois. Donc, j'ai travaillé dur à l'école, dur à la maison, pour ensuite pouvoir passer une validation des acquis, une VAE, pour obtenir un CAP d'hôtellerie que j'ai obtenu au bout de 2 ans de travail forcené. Mais c'est une belle transformation ouais, que l'on voit là, pardon. Même si j'écris 2 livres, j'écris mes livres avec mon ordinateur, parce que comme je suis dyslexique, c'est assez magique pour moi, parce que j'écris, mais je peux me relire le lendemain, je peux corriger sans avoir besoin d'arracher la page. Si je ne connais pas le mot, je peux le chercher sur Internet, je trouve des synonymes, c'est une source intarissable de... Il y a plein d'outils maintenant qui sont disponibles. D'ailleurs, les logiciels maintenant peuvent même vous lire à haute voix ce que vous écrivez. Je ne sais pas si vous en servez, mais je m'en suis servi quand j'avais beaucoup de choses à lire pour lire plus vite, parce que je lis toujours doucement. Et quand je reçois encore des courriers qui sont assez longs, je le mets avec une lecture un peu plus vite pour gagner un peu de temps. Mais c'est formidable tout ça, parce que c'est un véritable handicap. C'est un handicap et j'utilise ces outils-là, comme tout handicapé utilise l'outil qui est nécessaire à sa problématique. Et alors, votre histoire me rappelle des expériences qu'on a fait au laboratoire. Je voulais vous raconter un petit peu de science. Dans mon laboratoire, on étudie énormément le cerveau. On est capable de faire des images du cerveau. Et on a fait des images comparatives de cerveau de personnes analphabètes qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. Et puis des personnes alphabétisées qui ont eu la chance d'apprendre correctement à l'école, et puis des personnes comme vous, entre les deux, qui ont appris à l'âge adulte. Et le message est assez intéressant. Évidemment, il y a d'énormes différences avec l'alphabétisation. On développe son cerveau lorsqu'on va à l'école, c'est très important, tous les jours d'ailleurs. C'est vraiment des modifications qui se détectent très facilement dans les circuits du langage, qui sont améliorés, mais aussi dans d'autres circuits, par exemple le langage parlé est amélioré chez les personnes qui ont appris à lire. On entend mieux les sons, on confond moins les sons quand on a appris à lire. Mais tous ces changements peuvent se produire avec un peu plus de difficulté, comme vous l'avez fait dans le cerveau d'une personne adulte. Autrement dit, il y a encore une plasticité suffisante
dans le cerveau d'une personne adulte, même si c'est plus dur, hein, vous avez dû affronter des difficultés plus grandes, mais c'est faisable. Et c'est un message, je pense, d'espoir pour beaucoup de personnes qui peut-être nous écoutent. Il y a effectivement beaucoup trop d'illettrisme en France, mais on peut s'en sortir et vous en êtes un exemple absolument merveilleux. Alors on est ici dans une classe de CP. Il se trouve qu'elle est aussi en train d'apprendre à lire avec une méthode qui m'est chère, puisque c'est la méthode Calulu qu'on a développée au laboratoire et qui essaye vraiment de focaliser l'apprentissage sur ce qui doit être fait dans les premiers mois d'apprentissage, c'est-à-dire une méthode phonique. On apprend les correspondances entre les lettres et les sons, entre les graphèmes et les phonèmes. On apprend à un rythme important, 2 par semaine minimum, parce que la science a montré qu'on peut le faire dans le cerveau de l'enfant et que comme ça on va très vite entrer dans la lecture. Est-ce que vous avez eu de bonnes méthodes pour apprendre à lire dans les cours d'alphabétisation pour adultes que vous suiviez? Alors, avec les cours, oui, on a rassemblé les voyelles, les consonnes, on a rassemblé les lettres pour en faire des sons. En même temps que de la lecture, oui, très bien. Au contraire, ça m'a bien aidé parce qu'il y a des sons que je mélange avec ma prononciation, quelquefois. Et il y a aussi les re que je ne prononce pas, mais quand je lis, parce que, par exemple, tout simple, livre, je dis livre, je ne dis pas livre. Voilà. Le R, je le... Il y a le E muet à la fin. Je le bois, voilà. Parce que, mais si je veux l'écrire, eh ben, je ne sais pas comment il va s'écrire, puisque le R, je peux le faire sauter si je ne sais pas réellement, parce que je ne l'ai pas dompté, en fait, dans mon vocabulaire. Et c'est ça qui est important de lire, d'assembler les consonnes et les voyelles ensemble pour faire des vrais sons et de comprendre le son pour se l'approprier. Exactement, et donc de développer son vocabulaire, de commencer avec un bon vocabulaire, c'est très important, ça, important, mais de continuer à le développer par le biais de la lecture. Voilà. Et même s'ils sont comme moi, ils ont commencé avec un vocabulaire, voilà, moi j'ai commencé avec un vocabulaire de paysan, mais à la force de lire, d'écouter les autres et d'essayer de prononcer correctement, on s'améliore, on fait des efforts au quotidien et comme on veut être à la même hauteur que les autres, donc pour donner le change en même temps, quand on ne sait pas trop lire et écrire, on peut essayer de parler correctement. Merci de votre témoignage. Et je pense que pour les enfants, c'est aussi quelque chose de merveilleux hein, de voir qu'on peut apprendre. Les enfants ont des questions pour vous. Est-ce que vous aimiez bien aller à l'école quand vous étiez petite? Quand j'avais votre âge, non, je n'avais pas envie d'aller à l'école. Je n'aimais pas trop parce que c'était assez austère comme ambiance. Je préférais rester à la maison, rester à la ferme, m'occuper des animaux. Voilà, c'était beaucoup plus doux et tranquille. Pourquoi vous n'avez pas appris à lire à l'école? Je n'ai pas appris à lire à l'école parce que, en fait, à l'époque, ils ne savaient pas que la dyslexie existait. Ils ne comprenaient pas mon problème. Donc, ils m'ont mis au fond de la classe et puis ils m'ont laissé tomber, quoi. Est-ce que c'était pareil quand vous avez appris à lire à l'école et à 6 ans et à 50 ans? Alors, apprendre à lire à 6 ans, j'imagine que ça doit couler tout seul, pour vous tout au moins. Tandis que pour moi, même encore, même si je suis retournée à l'école à 50 ans, je lis, j'arrive pas à anticiper ma lecture, donc je lis toujours doucement. Mais je lis, hein, je lis tout, hein. Mais je lis doucement, voilà. Et des fois, je suis obligée de me reprendre. Et lorsque je lis à haute voix, bah, c'est encore plus difficile. Mais je le fais, je m'y efforce. Je ne lâche rien. Quel est votre livre préféré? Alors, mon livre préféré, ou tout au moins le dernier que j'ai lu, c'est Les Différences de Jean-Claude Petit. Voilà, justement, c'est un livre sur sa dyslexie à lui. Il a vécu de la dyslexie enfant. Et pire, il vit aussi, il raconte la dyslexie et la dysorthographie de son propre fils, avec toutes les conséquences administratives que ça engendre et les difficultés. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup et voilà, je me suis revue dans certains de ces combats. Merci beaucoup Aline Le Gulu. Je crois que ça n'est pas banal d'avoir une écrivaine qui était illettrée. Bravo pour votre livre, j'ai appris à lire à 50 ans. Et je retiens peut-être un slogan, plus jamais honte. Plus jamais honte. Plus jamais honte. Merci.